Dans un premier temps, je vais vous poser la question, libre à chacun de répondre. Vous êtes tous du Nord. Abdoulaye, il est Touareg, je ne l'ai pas dit, mais du Niger, c'est la même chose. Les Songwe et les Touaregs partagent le même espace, le même territoire. Alpha, il est aussi Peul, entre guillemets, mais du Nord, de la région de Gao. Donc, c'est les mêmes, c'est les mêmes conflictualités, les mêmes partages d'histoire. Et depuis un certain temps, et c'est important pour contextualiser, il faut se dire que dans ces zones-là, au Niger comme au Mali, il y a une dégradation des rapports entre les communautés liée à une, entre guillemets, faiblesse institutionnelle, c'est une question que je vais vous poser plus tard, l'institution, je vais parler ici de l'État, de l'institution militaire, de l'institution policière, etc., etc., et que ces institutions-là, du fait de cette crise sécuritaire, n'existent plus dans ces zones-là, à tel point que les populations sont laissées à elles-mêmes, et que certains groupes qu'on appelle djihadistes, narcoterroristes, peu importe l'identification, arrivent un peu à faire de la manipulation et à les opposer. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes de cette zone où les communautés ont toujours vécu ensemble, où il y a eu des conventions sociales, il y a toujours eu des conflits dans ces communautés, quelles sont les références historiques pour vous qui ont permis un peu de résoudre ces conflits-là qui ont toujours existé? Dans la présentation vidéo, on a vu l'empire Peul de Sékou Amadou tout à l'heure. On dit à l'âge mortal, non. C'était Sékou Amadou dans la vidéo, il y a une petite erreur. Hein. Ce qui était quand même le patron de l'empire Peul, à l'âge mortal, est venu après, etc., etc. Donc il y a eu tous ces conflits qui ont existé. Quelles sont les références historiques sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui, qu'on peut mobiliser pour résoudre ces conflits? Paf, paf. Moi, je peux commencer, hein, pas de souci. Moi, je crois que traditionnellement, effectivement, les conflits ont toujours existé. Ils existent aussi bien à l'intérieur de toutes les communautés qu'entre les communautés. Donc, ça, il n'y en a personne en disant ça. Toutes les communautés humaines, finalement, sont traversées par des contradictions qui finissent toujours par donner des conflits. Donc, ça, c'est avant la création de nos États. Donc, là, on parle du Mali. Je vais de temps en temps aussi parler du Niger, parce que d'une certaine manière, même si les deux situations sont différentes, il y a quand même des similitudes un peu entre un nord et un sud, entre une composition ethnoculturelle finalement qui ne sont pas très loin l'une de l'autre. Donc avant la création de nos États, donc, ces conflits se géraient finalement entre communautés. Les gens géraient ils avaient eux-mêmes leurs propres mécanismes justement de gestion du conflit. Malheureusement ou heureusement, depuis que ces communautés, ces peuples, ont été dépossédés de leur souveraineté sur leurs conditions de vie, sur leur manière de vivre, et effectivement, ils ne sont plus dépositaires justement de cette initiative de gérer eux-mêmes leurs conflits. Et à mon avis, c'est la première explication qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation où on a toujours tendance à vouloir que ce soit l'État, si ce n'est pas la communauté internationale, qui gère le moindre conflit qui apparaît dans ces zones-là. Il faut dire quand c'est là, le rôle de l'État, dans tout mon discours, vous allez voir que je parle beaucoup plus de l'État, des élites que de la population, parce qu'effectivement, je pense que c'est là où ça pêche. Ce qui est les communautés, justement, comme tu le dis, ont toujours su gérer leurs conflits, ont toujours cohabité, ont toujours échangé, et que ça, historiquement, c'est quelque chose sur lequel personne ne peut dire quelque chose il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Les conflits sont arrivés avec l'avènement de ces États. Donc les États, effectivement, aujourd'hui, n'autorisent pas, ou n'ont pas autorisé jusqu'à maintenant, justement cette gestion interne des conflits, ou ces relations internes entre les communautés. C'est des choses qui ont disparu. L'autre question que je vais vous poser très concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, à travers l'histoire, des cas de conflits concrets qui ont eu entre ces communautés et qui ont été résolus à partir de la mobilisation des leviers locaux, genre entre les Arma et les Touaregs, ou entre les Arabes et les Touaregs? Moi, je n'ai pas d'exemple précis, on va dire. Bon, il y a un exemple qui est tout récent, finalement, qui rentre un peu dans la conflictualité qu'on connaît aujourd'hui. Un conflit qui a été traité justement de manière interne, même si l'État était présent.
dans les années 90, quand la rébellion Touareg au Niger, par exemple, a commencé. Donc j'avais bien toujours le rôle de l'État. L'État nigérien, pour essayer de contenir cette rébellion, a créé, c'est les termes, créé une milice d'une autre communauté, arabe, on ne peut pas la citer, pour essayer justement dans le nord du Niger de contrer la rébellion Touareg. À un moment donné, les gens se sont rendus compte que s'ils se faisaient la guerre, finalement, ça allait être très grave justement pour les communautés, pour les régions, et que l'État finalement là-dessus allait être très vite dépassé. Et là, c'est les chefs traditionnels locaux qui se sont réunis et qui ont fait le réseautage, les pressions qu'il fallait pour que justement ce conflit cesse d'une certaine manière. Alors que tout le monde sait que c'est un conflit effectivement qui a été voulu par le gouvernement de l'époque en pensant que ça allait contribuer à éteindre la rébellion Touareg à l'époque. Et là, le rôle justement des traditionnels, le rôle des chefferies traditionnelles, des composants de la société civile a été très déterminant dans la fin de ces petits conflits. Je parle du plus récent. Est-ce qu'Al-Fadlou, ce que dit notre ami Abdoulaye, cette mobilisation des chefs traditionnels locaux pour mettre fin à cette opposition entre Touareg et Arabes qui est mobilisée par l'État, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, est-ce que c'est possible au Mali de venir un peu à bout de cette crise sécuritaire en mobilisant les mêmes modes d'action citoyenne, je dirais traditionnelle, conventionnelle, ou il y a autre chose? Moi, je dirais même que si on veut vraiment venir à bout de cette crise-là, il faut se référer aux chefs coutumiers et à notre passé historique. Il faut voir comment les conflits étaient régulés dans le passé historique. S'il y a déjà des problèmes en Afrique, c'est parce que souvent l'administration ou la justice de l'État s'est substituée aux pouvoirs locaux qui existaient dans le passé. Or, la vie elle-même, naturellement, est conflit. Le chef coutumier qui est là, il est héritier d'un passé, d'un ensemble de valeurs aujourd'hui qui sont un peu foulées aux pieds par le système moderne. Donc moi, je crois que s'il y a une perspective, c'est d'abord de voir avec les notabilités et les chefs traditionnels qui sont dépositaires, qui connaissent en temps réel, ils connaissent réellement comment les réalités sur le terrain. Le pouvoir central, il décrète des choses, il n'est pas au courant des réalités sur le terrain. En tout cas dans certains pays comme le Mali que je connais. Donc la meilleure façon, les populations ont un passé de voisinage, ils ont des relations historiques, ils ont aussi fait face à des crises dans le passé qui ont été plus ou moins bien gérées. Plus ou moins bien gérées, je veux dire. Donc ces valeurs-là, on ne peut pas les méconnaître aujourd'hui, parce que même si vous regardez la simple décentralisation, ça amène des conflits. Parce qu'il y a un territoire qui est historiquement reconnu pour un peuple, qui vient être attribué à une autre population. Donc, moi je crois que l'administration doit s'appuyer sur les pouvoirs traditionnels locaux. Mais cette nécessité de faire en sorte que le conflit ne soit pas territorialisé, c'est-à-dire que chaque groupe se lève pour dire que c'est moi qui suis fort, l'espace m'appartient, etc. Et vous l'expliquez par la nécessité de mobiliser un peu ces pouvoirs que tu appelles les pouvoirs coutumiers, les chefs coutumiers, etc. Aujourd'hui, on voit quand même une difficulté, voire même une complexité qui est liée un peu à cette activité croissante de ce que certains ont appelé les entrepreneurs politico-religieux. C'est-à-dire tous ces groupes qui sont là, qui, du fait de l'absence de l'État, entre guillemets de la puissance étatique, l'absence de policiers, de gendarmes, etc., ces gens arrivent à les manipuler et à les engager dans des voies sans issue. Est-ce que c'est toujours possible, dans l'état actuel des choses, de compter sur ces pouvoirs coutumiers? Est-ce qu'ils ont la capacité de faire face à cette situation? Est-ce que ça ne les dépasse pas? Ça les dépasse dans la mesure où la force, c'est-à-dire aujourd'hui avec le modernisme, la société démocratique, aujourd'hui le pouvoir a définitivement quitté là où il était, c'est-à-dire ses anciens dépositaires. Avant le chef, il y a plusieurs sortes d'autorités d'abord. Il y a les autorités qui détiennent la force publique pour veiller
au maintien de la sécurité et de l'ordre. Ça existe. Dans le passé, aujourd'hui, dans le présent, ça change. Il y a l'autorité religieuse. Les autorités religieuses, c'est les dépositaires, c'est les grands érudits dont nous parlons, les manuscrits par exemple, et qui ont eu à jouer un rôle. Il y a des références, tu as parlé tout de suite de Sekou Amadou. Il y a eu Al-Bakay Kounta, il y a eu Cheikh Sidal Mokhtar Al-Kounti, il y a eu Al-Haji Oumar Tal. Il y a chacun de ces gens-là est intervenu pour réconcilier des populations dans des conflits plus ou moins différents, parce que les conflits aussi, il faut les cerner. Aujourd'hui, dans le cas du Mali et de l'Afrique de l'Ouest, en fait, ce n'est pas un conflit aussi simple que ça. Excusez-moi, il y a mon téléphone, il y a un logiciel qui... Il y a un logiciel qui... C'est pas grave. Excusez-moi. Donc le conflit actuel là, c'est en fait un ensemble de conflits où il y a des intérêts entre des populations, il y a des intérêts entre des acteurs politiques, il y a des intérêts entre des acteurs religieux. Donc chacun essaie de se positionner, il y a une espèce d'opportunisme à toutes les échelles. Au niveau des autorités elles-mêmes, parce que les autorités étaient laissées longtemps pour compte, il y a l'administration qui est venue, les commandants de cercle, les chefs d'arrondissement et tout ça, c'est eux qui géraient, et puis les juges. Donc le chef traditionnel était mis de côté. Voilà. Donc moi je crois, Mohamed, je crois que si vraiment l'Afrique veut retrouver sa stabilité, elle doit interroger son passé, y puiser ce qui est positif, parce que les chefs traditionnels étaient suivis non pas parce qu'ils avaient la force musculaire ou la force en armes, mais parce que d'abord ils étaient choisis pour une certaine capacité à gérer les affaires publiques, à être impartiaux. Très bien. Je suis d'accord avec toi. On va laisser rebondir un peu à terre sur ces conflits d'intérêts, ce que moi j'appelle un peu cette criminalité organisée qui explique un peu ces différentes vendettas à terre où chacun règle son compte à l'autre alors que l'État est censé un peu faire le tampon entre ces gens. Est-ce qu'aujourd'hui il y a tellement d'intérêts à la fois locaux et internationaux à tel point que on ne peut plus compter sur ces leviers locaux que Alpha citait, ce qui s'est passé avec Sekou Amadou, Al-Bakay, et même l'exemple du conflit entre les Gabérois et les Tourés de Gao, sur lequel tu vas revenir plus tard. L'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est plus possible, les intérêts sont tellement importants que un peu c'est une sorte de no man's land. Merci Mohamed. Bon, avant d'aborder la question, je vais peut-être faire une petite introduction. Rapide. La thématique qui nous réunit aujourd'hui, je l'ai trouvée très intéressante pour plusieurs raisons. J'ai trouvé des mots-clés importants: la culture, le vivre ensemble, la paix, la diversité. Alors, ces concepts mis bout à bout sont une partie des solutions aux problèmes que nos États vivent aujourd'hui. Je vais rappeler que la crise que subissent nos États aujourd'hui, non seulement il y a des causes immédiates, mais il y a des causes aussi lointaines qui sont inhérentes à toute mutation sociale que connaît la société. Nous avons une évolution des mentalités, nous avons une évolution des mécanismes de gouvernance, nous avons une évolution des circuits économiques. Donc tout ça entre en jeu dans la transformation que nous vivons aujourd'hui. Je vais aussi dire que habituellement les conflits sont axés essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. Les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, entre autres. Donc les conflits naissent à travers l'exploitation des ressources. Et les mécanismes traditionnels
ont toujours œuvré à juguler, à régler ces conflits. Et le plus souvent, c'est des chefs traditionnels qui incarnent l'autorité morale locale, qui sont écoutés, qui sont respectés, qui ont une certaine notoriété. Ce sont ces chefs-là qui règlent à l'amiable l'ensemble des conflits. La crise que nous connaissons aujourd'hui, elle a eu pour effet justement la dégradation du pouvoir de ces chefs traditionnels. Elle a eu également pour effet l'effritement du tissu social. Donc une des priorités aujourd'hui, en tout cas chez nous au Mali, c'est de revaloriser les statuts des autorités traditionnelles et coutumières. Les revaloriser, c'est-à-dire réfléchir à comment ces autorités-là vont garder leur statut, leur place dans la société, parce qu'une fois dépossédés de ces pouvoirs, nous assistons à une série de conflits communautaires et souvent sans issue. Attar, si je peux me permettre de vous couper, parce que vous êtes quand même le représentant du ministre. Hein. Je ne suis pas là à ce titre aussi. Oui, bon, entre autres, même si vous ne voulez pas, en tout cas, même si on dit l'habit ne fait pas le moine, mais quelque part, ce n'est pas loin. Moi, je suis absolument d'accord avec vous sur ces rappels historiques qu'on a beaucoup entendus. Aujourd'hui, tout le monde est capable de décrire la situation malienne et du Sahel. Les gens le connaissent par cœur. Même ceux qui sont nés il y a 10 ans savent ce que c'est. Moi, ma question est la suivante. Si on prend les choses concrètement, on voit par exemple l'opposition entre les Imrad et les Ifogas à travers les groupes que nous connaissons tous. Alors qu'on sait très bien que ces communautés-là, Touareg, vivaient, entre guillemets, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de conflit, mais vivaient dans une certaine cohésion sociale pour rejoindre le titre de notre table ronde en termes de vivre ensemble. Comment faire? Malgré que vous pensez de la revalorisation des statuts des autorités traditionnelles, on sait très bien que ça ne marche pas, parce qu'il y a ces intérêts locaux et internationaux que vous avez évoqués. Comment faire? Est-ce qu'il y a une autre issue possible pour faire entendre raison à ces différentes communautés et au niveau de l'État? Qu'est-ce que l'État fait, l'État central? Abdoulaye Atayoub parlait de l'importance de l'État tout à l'heure. Bon, au Mali, nous avons un ministère chargé de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. C'est dire que ces questions de cohésion et de paix sont au cœur des priorités du gouvernement du Mali. Pour accompagner le processus de règlement de la crise, nous avons tenu et nous continuons de tenir des rencontres, des dialogues communautaires, à l'issue desquels les différentes composantes de la société se retrouvent et trouvent des issues pour trouver des solutions idoines aux conflits qui peuvent les opposer. Les conflits auxquels nous avons eu beaucoup d'exemples. Les conflits entre Imad et Iforas. Il y a eu des rencontres à Nefif en 2015 qui ont abouti à une série de rencontres entre des communautés, et c'est ce qui a apaisé et pratiquement mis fin au fond de la crise. Bon, mais comme vous le savez aussi, dans tout conflit, il y a les raisons directes qui opposent les acteurs. Il y a aussi des raisons indirectes qui influencent les conflits, soit pour l'entretenir pour qu'il perdure, pour des intérêts quelconques, soit pour trouver une solution de récupération de tel ou tel ordre. Merci Attar. On va passer au deuxième volet. Je vous redonnerai la parole certainement. Il y a une deuxième table ronde, donc il faut qu'on soit assez concis pour que le public aussi puisse poser des questions. Et je vous pose ma deuxième voire troisième question à vous tout de suite.
il y a quelques mois, le président nigérien, Issoufou, disait que le problème du Mali, c'est Kidal. Et je vous pose la question encore à Taher, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, Kidal reste un peu le nœud gordien, en tout cas, de la stabilité, de la réconciliation, de ce vivre ensemble dont on parle, ou il y a autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Kidal est, jusqu'à preuve du contraire, dans le processus de paix global au Mali. La paix au Mali a été scellée à partir de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui a été signé en mai et juin 2015. Et les mouvements signataires présents à Kidal sont des mouvements qui ont signé cet accord et qui sont dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Et ils revendiquent tout le temps et jusqu'à nos jours l'application de l'accord. Donc ça veut dire que Kidal n'est pas en marge de ce processus global de mise en œuvre de l'accord. Comme vous le savez, connaît des retards pour telle ou telle raison. Merci. Moi, par rapport à Kidal, je suis sûr que mes deux intervenants vont vouloir dire quelque chose. Avant de vous laisser parler de Kidal, j'aimerais bien que vous abordiez aussi la question de... Certes, il y a Kidal qui est un problème, il y a aussi la question des forces en présence. On est sur le vivre ensemble, c'est des parenthèses qu'on ouvre, qu'on referme plus tard. À tel point que se développe aujourd'hui au Niger, au Burkina, au Mali, un sentiment anti-occidental. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi je pense que par rapport à Kidal, effectivement, j'aimerais bien dire un mot, même si c'est... Et ce truc, quand Issoufou, donc le président du Niger, a fait cette déclaration, j'avais écrit un petit texte qui a fait beaucoup de bruit au Niger, en tout cas, et puis que j'ai lu. Voilà, dans nos réseaux. Et par rapport à ça, parce qu'effectivement, ce qui a... D'ailleurs, je commence par là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, tout le monde n'interprète pas cette intervention du président Issoufou de la même manière. Donc, et qu'aujourd'hui, il y a tout un quiproquo sur qui se trouve exactement à Kidal, qui contrôle Kidal. Donc, c'était ça, un peu la... Même si Issoufou ne l'a pas dit, donc on peut penser que, bon, il visait essentiellement les djihadistes, ou il pense que Kidal est aussi le contrôle des djihadistes, parce qu'il commettrait des forfaits au Niger et qu'il viendrait se réfugier à Kidal. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça a été interprété, compris en tout cas par la communauté Touareg du nord du Mali et du nord du Niger aussi. Parce qu'effectivement, dans ces contextes, aujourd'hui, on peut difficilement séparer ce qui se passe à Kidal de ce qui peut se passer dans d'autres régions de la bande sahélo-saharienne. Donc ça, c'est une réalité. Et les gens ont perçu ça, effectivement, comme étant une remise en cause, finalement, de ces accords de paix, qui sont aujourd'hui les seuls instruments qui existent, auxquels on peut s'accrocher, justement, pour avoir une chance de résoudre, en tout cas, de calmer un peu les choses dans cette région du Mali. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup de passion, donc, cette intervention d'Issoufou, parce que certaines communautés, notamment les Touaregs, se sont senties visées en tant que telles, au-delà des questions djihadistes et autres, parce qu'il se trouve que Kidal aujourd'hui, pour des raisons effectivement qui sont liées à l'histoire récente, est géré ou contrôlé, bon ça t'as mieux que me placer que moi pour les dire, géré justement par les locaux, quelles que soient leurs différences localement, quelles que soient leurs oppositions en interne, et que à la suite de la dernière crise, justement, la ville de Kidal, ou la région de Kidal, de manière globale, a un statut, effectivement, donc, qui est un peu différent de celui des Gao, de Tombouctou, enfin, de d'autres régions, en tout cas, de ce qu'on appelle la Zawad. Mais si je peux me permettre, cette situation de Kidal amène certains Maliens, ou Nigériens, ou Guinéens, ou d'autres, les gens que je croise, à penser que Kidal reste un peu la chasse gardée de la France, à tel point qu'ils pensent que la France a en tout cas veut vouloir un peu mettre la main sur les ressources naturelles du Mali. Et c'est ça qui développe un peu ce sentiment anti-français, anti-occident. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'effectivement, c'est déjà un quiproquo, parce que la France, pourquoi Kidal serait plus la chasse gardée de la France qu'une autre
une autre région, justement du nord du Niger ou du Mali. Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune différence entre Kidal et d'autres régions par rapport au rôle de la France dans la région. Après, la France, il se trouve que la France, c'est elle quand même qui a configurer un peu tous les espaces dans lesquels nous vivons, nos États. Je pense que, d'ailleurs, je suis assez surpris de voir que cette dimension est souvent occultée dans les commentaires qu'on a aujourd'hui. On dit la France veut les ressources du sol. Évidemment que la France est une puissance qui a besoin de ses richesses, qui a colonisé, qui continue à avoir une certaine influence, qui se bat aujourd'hui avec d'autres acteurs pour maintenir un minimum d'influence dans la région. Donc ça, c'est un fait. Mais on ne doit pas justement se focaliser là-dessus. Il faut déjà traiter, à mon avis, les problèmes de base qui sont ceux de notre thème aujourd'hui, qui sont ceux du vivre ensemble entre les gens. Et que le rôle de la France, c'est un rôle, à mon avis, qui ne fait pas la différence, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, entre Kidal et une autre ville. La seule particularité de Kidal, effectivement, c'est que, pour les Touaregs en tout cas, au-delà des frontières qu'on connaît aujourd'hui, Kidal représente effectivement un symbole en termes de ville ou de région qui résiste justement d'abord aux Français, qui a commencé à résister à l'État malien à un moment donné, parce que c'est à Kidal qu'est née la première rébellion, on va dire, qui a posé la question justement de l'appartenance, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Azawad, à l'ensemble malien. Et il faut quand même dire aussi, à mon avis, casser un peu ce tabou-là qui consiste à penser que l'État a toujours raison sur tout. Mais je crois qu'il faut voir la manière dont l'État malien a géré justement cette coexistence, a géré cette question depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et tant qu'on n'a pas, à mon avis, discuté de manière claire, décomplexé de ces raisons profondes, mais qu'on les maquille aujourd'hui, on les habille avec cette histoire de djihadisme, qui est juste un truc opportuniste qui arrive aujourd'hui justement pour profiter des failles qui existent déjà dans la société. Tant qu'on n'a pas discuté de ça, à mon avis, on sera à côté de la plaque. Très bien. Pour toi, il faut une certaine décolonisation aussi de l'esprit des Africains, de tout ça, pour qu'ils pensent par eux-mêmes, pour ne pas désigner... Que les gens se prennent en charge et qu'ils prennent l'habitude de discuter entre eux pour se mettre ensemble sur le projet national, sur le pacte national qu'ils ont envie de mettre en place pour cohabiter, pour continuer à être en paix. Je suis d'accord. Alpha Dlou, vous souhaiterez ajouter quelque chose un peu sur ce sentiment anti-occidental qui se dépose, qui met à mal le vivre ensemble, à la fois entre les Maliens eux-mêmes, entre les Nigériens eux-mêmes, et les Maliens et les Français. Quand on parle français, il s'agit du pouvoir français, il ne s'agit pas du peuple français, il s'agit des gouvernants. En termes de vivre ensemble, parce que ce n'est pas seulement au Mali, c'est d'un point de vue géopolitique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et par rapport au discours de Issoufou. Merci Mohamed. Moi je pense que le premier problème qui se pose, c'est que les Maliens ne sont pas informés. Les Maliens, ils sont manipulés et ballottés de façon tendancieuse, selon qu'on est, selon qu'on est proche des autorités, selon qu'on est d'une force en présence ou quelque chose comme ça. Les Maliens ne sont pas informés comme il le faut. Et même l'accord qui est devenu, je crois, la Bible aujourd'hui de cette crise, les Maliens ne connaissent pas l'accord. Ils ne connaissent pas l'accord, ils ne savent pas ses implications, ils ne savent pas qu'est-ce que ça peut apporter au Mali. Je suis complètement en désaccord avec cette mentalité anti-française, pas anti-occidentale, mais anti-française. Parce que le problème aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des erreurs de départ qui pouvaient être traduites par le simple fait qu'on avait empêché à l'armée malienne d'entrer à Kidal au moment, après avoir chassé les djihadistes. Et qu'on avait permis à d'autres groupes de rentrer à Kidal. Tous les préjugés se basaient sur ce fait-là. Mais aujourd'hui, le problème qui ne va pas, le vrai problème, ce n'est pas la France. Le vrai problème, ce sont les autorités maliennes. Ce sont les autorités maliennes les premiers ennemis du Mali et la base, la racine même du problème. Pour les Maliens eux-mêmes, pour les forces signataires, les mouvements signataires de l'accord, et même pour le partenaire français. La présence de la France est codifiée. Qui a fait appel à la France? Si on n'avait pas fait appel à la France aujourd'hui, où serait le Mali? Ceux qui sont en train de les dire, les salifs qui racontent leur vie là, aujourd'hui, où est-ce que ça allait les trouver? Quand les alliés étaient arrivés à Konna, où est-ce que ça allait les trouver aujourd'hui? Ils seraient en Guinée, ils seraient, je ne sais pas où. De grâce, il faut qu'on soit objectif dans ce qu'on fait. Ensuite, l'accord a été signé quand le Mali était complètement effacé. Il n'y avait pas d'autorité. Du tout. L'accord a été signé parce qu'il y avait nécessité tout de suite de mettre fin aux affrontements sur le terrain auxquels on ne pouvait pas faire face.
Donc l'avantage, c'est que ça amène au moins l'arrêt des affrontements. C'est ça que l'accord a amené. Maintenant, les possibilités de pouvoir discuter de l'accord, de pouvoir impliquer les populations sur le terrain, y compris les mouvements signataires qui ne représentent pas en fait les populations. Tous les mouvements signataires ne représentent pas les populations. Que ce soit du côté de la CEMA, que ce soit du côté de ce qu'on appelle les pro-gouvernementaux ou autre chose, la plateforme, tous les mouvements-là se positionnent pour avoir un certain opportunisme dont j'ai parlé, comme avant. Donc moi, à mon avis, la première des choses, l'effort à faire, c'est que les autorités maliennes ont le devoir d'informer les Maliens de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et de mettre les populations ensemble pour discuter. J'aimerais débattre avec toi, Alpha, oui, sur cette importance de l'information que tu as évoquée, d'informer. Comment peut-on informer, diffuser des informations pertinentes, je dis bien pertinentes, j'insiste sur le mot, alors que localement, on n'a pas un canal de transmission. C'est-à-dire l'information peut être biaisée. Aujourd'hui, il y a de la propagande partout. Comment faire pour que ce que tu dis soit mis en application? S'il y a d'abord, de façon globale, s'il y a des conflits, c'est que quelque part, il y a des injustices. S'il y a conflit, c'est que quelque part, c'est-à-dire l'État moderne qui s'est construit sur les empires et sur les pouvoirs traditionnels, les espaces traditionnels, n'a pas su inscrire dans la Constitution, qui est la loi moderne, ce qui se passait avant, c'est-à-dire les différents intérêts. Revenons sur le cas de Gabiro et de Touré, par exemple. Comment s'est passée l'information avant et que cela aurait pu être mobilisé pour faire ce que tu dis? Je connais moins le cas spécifique de Gabiro, mais l'information, dans la mesure où on parle en tant qu'État, je vais aller à l'État toujours, laissez-moi aller à l'État. Quand il y a un pouvoir qui se dit étatique, la moindre des choses, je crois que c'est que le média d'État doit donner l'information saine, sans considération, je dis bien, de l'intérêt de l'élite qui est au pouvoir. Il faut informer les gens sur le contenu de l'accord. Il faut informer l'État sur les conditions d'intervention de la force Barkhane au Mali. Et de l'aménagement au Mali. Quelles sont les règles qui régissent l'intervention de ces forces? Aujourd'hui, les gens, Mohamed, ils se disent que, bon, nous, on a appelé, l'aménagement n'est pas intervenu. L'aménagement a vu les gens, l'aménagement n'a rien fait. Mais l'aménagement n'est pas là pour ça. Attaher est là, il sait comment les choses se passent. Il va te répondre, je pense, parce que là, tu l'as un peu titillé. Hein. Comment ça? Vas-y. Alors, moi, je crois que le minimum, c'est que quand on veut conserver un État avec des intérêts de l'ensemble des citoyens et de l'ensemble des populations, y compris les gens qui ont pris les armes et les mouvements signataires et toutes les composantes sur le territoire qu'on prétend administrer en tant qu'État, je crois que c'est de faire une communication au moins officielle, saine. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est qu'il y a une tendance à donner l'information selon la tendance, de façon tendancieuse. On n'informe pas les populations. On tue les militaires, on dessine 100 militaires sur le terrain, on vient nous dire qu'il y a eu 2 morts. Très bon, très bien. Et chacun... On va laisser ton représentant du... Juste un instant. Ceux qui sont dans le conseil de suivi et autres, ils sont venus. On voit que, par exemple, récemment, il y a la CEMA qui a dénoncé, qui dit que l'accord n'est pas appliqué. La plateforme appelle à l'application de l'accord n'est pas appliqué. Mais l'accord, qu'est-ce que ça contient effectivement? Ça contient des privilèges pour ces groupes signataires, et non pour le peuple malien. Merci Alpha. Là, tu soulèves d'autres questions qu'on n'aura pas le temps de... Attaher, est-ce que ce que dit Alpha est vérifiable au sens où, au niveau étatique, on tronque les informations, on ne donne pas l'information pertinente, et peut-être c'est ce qui aurait pu permettre aux gens de se comprendre déjà, parce qu'on ne croit plus à l'État. En gros, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que personne ne croit à l'État à tel point que l'État...
ne sert à rien. Il est complètement en déphasage avec les réalités aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la réalité? Toi qui nous viens du Mali depuis ce matin. L'information circule normalement. Aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques dont on dispose, on ne peut plus rien cacher à quiconque. Donc, seulement une information a toujours besoin d'être authentifiée. Il faut s'assurer de la véracité de l'information d'abord, avant de la communiquer officiellement. C'est cette précaution seulement qui réside dans la livraison d'informations au niveau de l'État. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs qui prennent le terrain avec le développement des réseaux sociaux. Vous avez des personnes, pour des intérêts quelconques, ils diffusent une fausse information sur les réseaux sociaux. Et cette information prend du terrain et devient une rumeur. Donc l'État a une mauvaise réputation. Comment faire pour régler ça? Non, justement, pour régler ça, le traitement de l'information à un niveau technologique, c'est ce qui prévaut en la matière. Parce qu'aujourd'hui, c'est suivant les tendances, suivant les opinions que l'information est donnée, comme l'a dit la Constitution. Alors, donc, l'État a le devoir de réguler et trouver la bonne information pour la livrer au public. C'est peut-être que les gens ont envie d'avoir plus vite l'information, qui déroge un peu à ces genres de traitement technologique. Donc, merci à Taher. En t'écoutant, je me dis que les gens sont un peu en avance par rapport à l'État. C'est ce que je sens un peu, mais ce n'est pas peut-être le cas. On va passer à l'avant-dernière question pour laisser la place au prochain et puis aussi au public de poser des questions. C'est la sécurité pour moi qui reste un bien public. C'est-à-dire tout le monde a le droit d'être en sécurité, de faire ses activités, de vendre son commerce, etc., etc. Et ce bien public aujourd'hui, il est un peu mis à mal, à tel point qu'on peut parler de vide sécuritaire au Mali. Et c'est ce vide sécuritaire, si vous voulez, qui impacte aussi le vivre ensemble, qui sera peut-être débattu dans la prochaine table ronde. On peut prendre l'exemple des sédentaires et des nomades dans le centre du Mali, etc., etc. Quels étaient un peu par le passé les leviers qui permettaient un peu d'équilibrer. On est d'accord que même les enfants d'une même mère et d'un même père peuvent en tout cas être en conflit, mais l'important c'est avoir des leviers, en tout cas des régulations de la société. Il y a donc eu par le passé des leviers de régulation. On a parlé de Sékou Amadou Touré, on a parlé de 90 au Niger, etc., etc. En tout cas, pour remettre du sens dans la sécurité. À terre, comme tu avais la parole, tu peux la garder. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des leviers un peu pour remettre du sens dans les politiques sécuritaires? Un exemple concret au niveau de la réconciliation, par exemple, en parlant de vivre ensemble. Bon, le levier... Je ne sais pas de quel levier il s'agit, parce que... Des dispositifs, si tu veux. Bon, les dispositifs qu'il y a aujourd'hui en matière de sécurité, c'est les forces armées maliennes, avec l'appui de la communauté internationale, la MINUSMA, Barkhane, qui œuvrent aujourd'hui pour la sécurité dans les pays. Donc, ce sont ces forces-là qui sont à l'œuvre tous les jours, comme vous le sentez, pour assurer la sécurité sur le territoire. Sachant que derrière se développait quand même une sorte de violence privée collective.
dans nos sociétés. Aujourd'hui, de plus en plus, des groupes se lèvent et, au nom de leur façon de faire, de leur idéologie, violentent les autres. Quand je parle de violence, je veux dire les viols, les agressions physiques, etc. etc. Peut-être on va laisser à Abdoulaye dire quelque chose. Oui, en fait, moi, je vois les questions sécuritaires, j'ai toujours tendance à les voir sous l'axe politique, hein, parce que je pense qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je pense que les fronts, finalement, de tous ces problèmes qu'on a, le fait qu'on se pose la question sur le vivre ensemble aujourd'hui, le fait que l'insécurité, effectivement, devient un problème central dans toute la bande sahélienne, c'est quand même à la base d'abord les questions politiques qui se sont posées. Et malheureusement, on fait toujours l'impasse là-dessus, on revient toujours sur l'aspect militaire, et qui ne peuvent être que des solutions finalement immédiates, des solutions d'urgence. Et que tant qu'on n'a pas justement le courage de s'attaquer à ce qui est plus complexe, c'est-à-dire les questions politiques, c'est-à-dire ce qui fait que les gens vivent ensemble, ce qui fait qu'ils aspirent tous à la sécurité, à la paix, au développement, tant qu'on n'a pas ce genre de débat, effectivement, on va toujours tourner en rond. Parce que même aujourd'hui, bon, il y a plusieurs facteurs d'insécurité, il y a le banditisme, effectivement, bon, qu'on appelle, au Niger, on appelle résiduel, après on ne sait pas résiduel de quoi. Il y a aujourd'hui la violence qui est liée au djihadisme. Et puis, bon, de temps en temps, il y a l'histoire des rébellions qui sont là, des conflits beaucoup plus canalisés, et qui trouvent souvent leurs solutions rapides dans des accords de paix qui peuvent être discutés par la suite. Et tant que, justement, s'il y avait, à mon avis, un débat, des solutions politiques au problème de fond entre les communautés et l'État. Parce que moi, je pense que le problème entre les communautés, moi, honnêtement, je le vois comme quelque chose de secondaire dans notre problématique. Je crois que la question la plus importante reste les rapports des communautés avec leurs États. Quand on parle du cas du Mali, il faut quand même replacer les choses dans l'histoire récente, surtout l'histoire qu'on a vécue, en tout cas pour certains. Quand la rébellion dans les années 90 a commencé au Mali, très vite, effectivement, on a vu la création des milices. Et milices sous-entendu, qui crée milices, en fait, essaie de convertir les conflits entre une communauté ou une région et son État, et l'État central, avec un conflit entre les communautés, alors que la question n'était pas du tout entre les communautés dans les années 90. Moi, je ne suis pas malien, mais c'est une question que j'ai suivie de près, et je sais que la question, en tout cas dans l'esprit des Touaregs maliens, ce n'était pas du tout un problème qu'ils avaient avec telle ou telle autre communauté malienne. Malheureusement, l'État lui-même, c'est pour ça que je reviens toujours et que je suis toujours dur avec les États, l'État malien lui-même a pensé, comme celui du Niger avant, a pensé que la solution allait être justement de déplacer les choses et d'en faire un conflit entre les communautés et de dégager sa responsabilité, notamment sur les exactions qui existaient à l'époque. Et ça, c'est une erreur, à mon avis, que les Maliens n'ont pas traitée. À mon avis, c'est quelque chose qui n'a pas été géré, qui n'a pas été traité jusqu'à maintenant. Donc la question politique reste centrale par rapport aux questions de sécurité. On ne peut pas les dissocier. Quand on crée l'injustice quelque part, quand on crée des situations de chaos, et effectivement, bon, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une insécurité rampante qui peut avoir cette forme de banditisme ou autre. Donc, débat politique à avoir entre les communautés. Alpha, je te donne la parole sur l'importance d'avoir un débat. Quelqu'un disait, on avait quelqu'un là il y a 2 semaines qui disait qu'il faut que les gens se parlent, créer des dispositifs, un cadre. Au Mali, par exemple, il y a ce nouveau dispositif qu'on a appelé le dialogue national inclusif qui existe et qui est vendu à toutes les sauces, entre guillemets, si je peux me permettre ainsi. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question sécuritaire, sachant que pour qu'on vive ensemble, il faut qu'on se sente déjà en paix, qu'on soit bien, voilà, qu'on ne soit pas inquiété, pour parler trivialement. Je souscris entièrement à ce qu'Abdoulaye a dit. Que, en fait, tout ce qui se conçoit, en fait, ça s'inscrit dans un cadre politique, dans un projet politique. Donc, la question politique, elle est incontournable. Il se trouve que le problème malien, c'est que déjà, pour que la politique soit maîtrisée, il faut que le choix des hommes politiques d'abord soit raisonné. Voyons qui est au pouvoir en Afrique et au Mali. Et comment ils sont venus là. Bon. C'est pratiquement des clics ou bien des clans qui sont au pouvoir, ou je sais pas moi. Pas des clans ethniques, mais des clans en tout cas d'intérêt ou des trucs comme ça. Donc il faut déjà que les hommes politiques soient choisis selon leur capacité à gérer. Ce qui n'est pas le cas en Afrique en général. Bon, deuxième des choses, on a parlé de de la conférence nationale, on a parlé de dialogue. Il y a effectivement, pour que les gens puissent s'entendre, il faut essentiellement que les gens puissent parler, communiquer entre eux, pour identifier les problèmes et voir
dans la mesure où tout le monde est conscient de la nécessité qu'il y ait la paix pour que chacun puisse vivre. Je crois que c'est l'une des pistes. La première des choses, c'est que les gens, il faut qu'ils se rencontrent. Il faut créer un cadre et permettre, non pas à des gens qui viennent parler bien du pouvoir, d'être là, mais que toutes les composantes du pays soient là pour discuter, dire qu'est-ce qui ne va pas, quels sont leurs problèmes à eux et quelles sont leurs perceptions, leurs visions pour sortir de la crise. Malheureusement, aussi, quand on dit dialogue, le dialogue inclusif, est-ce qu'il est inclusif? L'opposition ne fait pas partie. Donc déjà, il y a une partie qui a quitté. Et les gens qui sont présents, en fait, c'est des élites qui sont là. Donc les vrais problèmes, en fait, il n'y a pas d'inclusif. Le dialogue n'a jamais été inclusif. En tout cas, depuis 2012 jusqu'à maintenant, les populations n'étaient pas présentes. Ensuite, le problème de la paix aujourd'hui, Mohamed, ça passe par la première des choses. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une force publique qui s'occupe de faire face au banditisme et puis à la criminalité, à la violence et tout ça. Le Mali n'a pas une armée, disons-nous la vérité. Sachant que je suis malien, je me critique. Le Mali n'a pas d'armée et l'armée malienne n'est pas nationale. On n'est pas en direct, j'espère. Mais même si on est en direct, moi je m'en fous. L'armée malienne n'est pas nationale. Vous voyez comment les recrutements se font. Les jeunes, il ne faut pas nous créer des problèmes. Ça, c'est un aspect. Donc, il faut songer les milliards qui ont été donnés dans le cadre de la réforme de l'armée et tout ça. Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que le rapport du vérificateur national, quel état ça fait de leur utilisation? Quand ceux qui doivent aller en prison pour avoir détourné ce budget-là, ils sont promis Premier ministre. Il faut que les Maliens se disent la vérité, Mohamed. Troisième aspect, la crise, elle est née parce qu'il y a eu des injustices. Il y a des parties du Mali qui estiment être lésées depuis la création de l'État moderne. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est la route qui va à Kidal aujourd'hui? Quelle est la route? Même la route qui va à Gao est dégradée. Bien sûr. L'école, ce qu'ils reprochaient à l'État, à la gestion de l'État, qu'est-ce qui a été résolu dans ça? Étant donné qu'il y a eu des financements qui ont été accordés, où est-ce qu'on en est de la gestion de ces fonds-là? Merci Alpha. Sur la question de la dégradation sécuritaire, Abdoulaye voudrait bien ajouter quelque chose. Je suis absolument d'accord avec toi. Tout comme fois, moi je dis, il faut avoir peur de rien dire. Parce que le contexte dans lequel on est aujourd'hui, par rapport au Mali, pas que le Mali, le Burkina, tout le Sahel, il faut que des gens se sacrifient. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez filmer, faire ce que vous en voulez. C'est pas un problème. Je voudrais juste terminer cette table ronde. Je te redonne la parole à Abdoulaye en posant une dernière question qui est pour moi importante. On fait beaucoup de discours. Pour être concret, c'est de savoir d'où peut venir un peu le sursaut. Est-ce que le sursaut aujourd'hui par rapport au Niger, au Mali, le G5 Sahel, ces 5 pays, est-ce que c'est quelque chose qui peut venir de l'intérieur? Quand je dis de l'intérieur, c'est-à-dire des communautés, vous avez dit que non, c'est assez politique. Si c'est des politiques, comment? Est-ce que c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire de la diaspora? Toi, tu es président de la diaspora Touareg, etc., etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une dégradation des rapports entre la France, je veux dire le pouvoir français et le pouvoir africain, etc. D'où peut venir le sursaut? Tu peux aussi reprendre ce que tu voulais dire par rapport à la je commence par effectivement ce que je voulais dire sur l'intervention sur les rôles de l'armée. Je pense qu'effectivement, il est évident pour nous tous que nos armées ne sont pas à la hauteur de la situation actuelle. Que ce soit au Niger ou au Mali, c'est juste le contexte qui change, mais en réalité, c'est les mêmes configurations. En fait, tu disais que l'armée malienne n'est pas nationale, donc c'est un peu la même chose au Niger. Donc on a exactement les mêmes reproches au Niger, où on se retrouve dans des situations quand même un peu paradoxales, où on fait venir des soldats tchadiens pour venir sécuriser ou faire la guerre sur les 3 frontières Niger, Mali, Burkina Faso, avec l'idée que les militaires tchadiens sont plus aguerris, ont plus l'habitude de faire la guerre dans le désert, ou au Sahara, dans ces régions-là. Il se trouve que les populations du nord du Niger, le nord du Mali aujourd'hui est plus complexe, le nord du Niger par exemple, je parle de Touareg, je parle de Toubou, je parle de Peul, enfin les populations de qui vivent dans ces zones-là, effectivement reprochent à l'État
de ne pas faire un recrutement justement national dans l'armée. Parce qu'il y a il y a quand même une certaine jalousie de dire nous, on est dans nos régions, on peut les sécuriser, on peut les défendre, on a les mêmes rapports aux armes, les mêmes capacités de faire la guerre que les Tchadiens. Pourquoi on va aller chercher les Tchadiens pour venir faire notre sécurité alors que nous, on ne nous autorise pas à rentrer dans l'armée justement pour défendre ces régions. Donc là, il y a un rapport, un problème en fait qui est celui de l'image de l'État lui-même, de lui-même, et la manière dont l'armée reflète justement cet État-là. Il y a une question des systèmes politiques de manière globale, les systèmes politiques que j'appelle souvent post-coloniaux, où effectivement qui sont accaparés par des élites et qui ne veulent pas que les choses évoluent. Parce qu'ils sentent menacer leurs intérêts, ils sentent menacer certains schémas dans lesquels ils ont acquis un certain confort. Et aujourd'hui, effectivement, ça bloque parce que c'est très difficile pour quelqu'un d'aller faire la guerre dans des régions qui ne sont pas, avec lesquelles il n'a pas un rapport affectif. Donc ça explique un peu, à mon avis, une partie des échecs dans certaines régions. Et les États ne veulent pas justement donner les moyens à ces communautés parce qu'il y a aussi une crise de confiance entre l'État central et ces communautés. Il faut les dire, hein, donc, et c'est très clair. Donc on l'a vu au Mali et puis on le voit au Niger aussi. Hein. Il y a encore une crispation par rapport à cette question de recruter des locaux pour leur permettre de défendre leur territoire. Avec toujours la peur que effectivement ça serve. Pour revenir donc à l'adhésion partenaire, ta question. Moi je pense que la solution elle ne peut venir que des gens eux-mêmes. Malheureusement, nous, en Afrique, de manière globale, les gens n'ont pas l'habitude de se penser par eux-mêmes. Donc ça, c'est le truc que j'ai dit souvent, et on attend toujours que ce soit la France, que ce soit la communauté internationale qui vienne nous sécuriser, qui vienne nous dire quelle institution on doit avoir, on copie justement tout, en oubliant effectivement les réalités locales qui font que on a des cultures, on a des identités, on a un vivre ensemble qui est séculaire, qui a toujours existé. Il y a un ensemble de valeurs qu'on peut mettre en place qui peuvent permettre justement d'avoir des États qui fonctionnent et qui sont vraiment à l'image des communautés de manière globale. Malheureusement, on n'est pas dans ces schémas-là. Et à l'intérieur des pays, le débat n'est pas aussi libre que ça. La parole n'est pas libérée ni au Niger ni au Mali par rapport à ces questions-là. Il y a encore des choses, moi bon, je teste ça souvent, même des petits trucs qui sont écrits sur Internet, dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est des trucs que j'essaie d'avoir une certaine liberté justement de parole par rapport à ces questions, dès lors qu'effectivement l'intérêt d'une communauté ou l'intérêt à mon sens, est menacé. Et quand j'écris certaines choses, je vois comment les gens réagissent là-bas dans nos pays. Donc ils estiment que bon, je vais trop loin, alors que je n'ai dit rien, ni contre les États, ni contre telle ou telle communauté. J'ai dit seulement ce que je pense par rapport à l'organisation des pouvoirs politiques dans ces États. Donc la parole n'est pas libérée. À partir du moment où elle n'est pas libérée, on ne peut pas attendre de l'intérieur que les choses évoluent si l'État n'accompagne pas ces évolutions-là. Très bien. Les diasporas peuvent jouer un rôle. Ils peuvent jouer un rôle parce qu'effectivement, pour beaucoup, effectivement, il y a une certaine liberté ici. Il y a peut-être une réflexion déjà qui évolue beaucoup plus facilement parce qu'on a une vision peut-être un peu moins en prise avec les quotidiens, on va dire, des crises. Et ça permet justement aux diasporas d'apporter, à mon avis, une contribution dans la réflexion déjà à la base. Mais encore faut-il qu'elle soit écoutée aussi par les États. Et ça, c'est pas gagné. Donc, et puis, bon, le rôle naturellement de la communauté internationale. La France reste quand même encore la puissance des tutelles. J'ai rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur beaucoup de gens qui trop facilement disent à la France de partir. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'on essaie de faire venir les Russes pour faire le travail que la France ne veut pas faire. Mais qu'est-ce que ça va changer? Je veux dire, si les Russes viennent, je veux dire, on va se retrouver dans la même situation. Les Russes ne vont pas venir non seulement pour les beaux yeux des Maliens, pour ramener la sécurité ou pour aller à Kidal. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement là-dessus, c'est trop facile de voir des choses un peu comme ça. Et si la communauté internationale, tout le monde le sait, ça a été dit tout à l'heure, si aujourd'hui la Barkhane, la MINUSMA, tout le monde s'est retiré du Mali, je ne sais pas de quoi on pourra discuter par la suite. Merci Abdoulaye. Je pense qu'on arrive à la première partie de notre table ronde. Il est 15h30, on a commencé à 14h35. Il nous reste encore une demi-heure. Quelqu'un m'a fait signe. Je suis le gardien du temps, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème, je vais bien le gérer. Avec moi, il y aura des mécontents, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas de problème. On va maintenant, par rapport à la question du sursaut, sur Attaher et Alpha Attaher, je pense qu'il y aura des questions du public qui vont beaucoup plus vous intéresser. Peut-être Alpha, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je pense que
le sursaut doit venir de tous. De tous. D'abord aux autorités maliennes. Aux autorités maliennes, je leur dis de moins se préoccuper de leur maintien au pouvoir que de s'atteler à la résolution des problèmes du Mali et de façon objective. Pas selon qu'ils viennent de X ou de Y ou qu'ils soient dans telle situation ou dans telle position. Au moins, même si vous ne pouvez pas les résoudre, appelez les Maliens à en prendre connaissance et à vous proposer des choix. Ça, c'est au niveau des autorités maliennes. Au niveau des divers acteurs, notamment la France et la communauté internationale, il faut que la France sache qu'on ne peut pas développer un pays ou bien amener la paix dans un pays contre son gré. Il faut que la France le sache. Quand vous venez aider quelqu'un, vous ne vous substituez pas à lui. La France nous empêche de discuter avec nos djihadistes. Ce n'est pas normal. Même si ce sont des djihadistes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est des Maliens, il y a des Maliens parmi les djihadistes. Et il n'y aura jamais de paix. Tant que ces djihadistes-là, on n'est pas à mesure de... Moi, je vous parle sans langue de bois, hein, parce que je suis déjà couché, je ne tombe pas. Donc, moi, je crois que... Voilà. Pour ceux qui disent la Russie, si la Russie pouvait faire quelque chose, elle allait empêcher toutes les résolutions des Nations Unies. Il n'y a jamais eu un conseil de sécurité où la Russie n'était pas là, avec un pouvoir de veto. Donc, la Russie est consentante par rapport à ce qui se passe actuellement. Merci Alpha. Je rappelle que Alpha, il est doctorant, il va soutenir sa thèse la semaine prochaine. Donc il travaille sur les manuscrits de Tombouctou, le catalogage, la valorisation, etc. Je le dis mal mais vite. Atayoub, il est le président de l'association, le temps que je retrouve mes notes, de l'organisation de la diaspora Touareg en Europe, président Sylvie Touareg Temoust et membre fondateur du Congrès mondial Amazigh. Ataer Ag Ikinan, qui est le secrétaire général, le Ségal, comme on dit au Mali, du ministère de la Réconciliation, qu'on remercie infiniment d'être là. Donc, on va vous donner maintenant le temps de vous exprimer. Je rappelle juste les règles. Quand vous prenez la parole, soyez bref. La conférence, ce sont eux, ce n'est pas vous. Bref, précis. La description de la situation malienne du Sahel, on le connaît. Ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans. Il ne faut pas que je vous empêche de parler, mais soyez bref sur des choses que vous ne comprenez pas. Les questions sont plus importantes que les réponses. Ce n'est pas parce que vous posez une question qu'ils sont obligés de vous répondre. Il nous reste une demi-heure. Donc, la parole est à ceux ou celles qui veulent bien la prendre. Il y a une main qui s'élève vite. On va prendre une vague de 5 questions. Peut-être que les questions se recoupent et qu'après, on prend une deuxième vague en fonction du temps qui nous reste. Donc, je note Juliette. Ensuite, j'ai vu Yatara. Non, je vais passer les voilà. Juliette, Bakara, Samake, Abouakrine. Non, c'est pas Abouakrine. Une dernière main. Pardon, Youssouf. Juliette. Alors moi j'aurais 3 petites questions, mais je vais essayer d'être précise et bref. Ma première question importe comment résoudre ce problème entre les Maliens eux-mêmes. Vous l'avez évoqué tout au long du débat qu'il y avait des personnes qui s'interposaient entre, on va dire, le peuple malien et l'institution. Donc du coup, moi je voudrais savoir aujourd'hui quel levier pensez-vous activer à ce niveau-là, quels moyens vers lesquels vous comptez vous diriger. Ma deuxième question porte sur les accords d'Alger. Je suis novice, je ne suis pas calée en politique non plus. Par contre, ma question sur les accords d'Alger est le choix du lieu de signature. Parce qu'on sait tous au niveau international que le lieu de signature est déterminant. Je voudrais en savoir la raison.
Et pourquoi on a convoqué uniquement qu'une certaine catégorie de personnes, en sachant que je pense qu'au Niger, tel qu'au Mali, il y a énormément d'ethnies, de coutumes, etc., qui n'ont pas été convoquées, puisque ce sont ces personnes-là qui sont les premières touchées sur le terrain. Et la troisième question et dernière question de ce parcours concerne la diaspora. Quelle est la place aujourd'hui de la diaspora en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat national qui est en cours au Mali. J'ai l'impression que la diaspora est exclue, parce que toute personne qui n'a pas de relation au niveau du consulat ou de l'ambassade n'est pas informée sur le dialogue national. Il y a certaines associations maliennes même qui ne sont pas informées sur le dialogue national. Alors comment vous faites pour mettre en place un dialogue national à l'international? Parce qu'il faut savoir que les Maliens partout dans le monde. Je vous remercie. Merci Juliette. Bakara. Merci, bonjour à tout le monde. Et je voulais poser une question aussi sur le non-respect de l'accord d'Algérie. Pourquoi ça n'a pas été appliqué? Je voulais juste évoquer un point. Je pense que l'un des premiers points de cet accord-là, c'était déjà le cantonnement des armes, pour que tous les groupes armés puissent poser des armes et puis que l'administration malienne puisse être installée au nord, dans tous les territoires maliens. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a empêché ça? Pourquoi les armes n'ont pas été posées et pourquoi l'administration malienne n'est pas sur toute l'étendue du territoire malien? C'est le premier point. Bon, le deuxième point, c'est surtout le thème qui est très très intéressant. Vivre ensemble dans la paix et la diversité. Comment les Maliens peuvent vivre ensemble dans la paix? Je pense que dans vos interventions, vous avez parlé de forces locaux qui peuvent être des éléments clés pour que les Maliens puissent se parler. Comment mettre ça en place? Comment mettre en place pour que nos chefs de village, chefs de quartier, puissent être dans leur rôle pour que les Maliens puissent parler ensemble et vivre ensemble. Parce que pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut qu'on arrive à se parler. Qu'est-ce qui bloque? Merci. Voilà les deux. Samake. Merci. J'ai trois petites questions aux trois intervenants pour ne pas faire des jaloux. Ma première question s'adresse à M. le Cigane. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la nouvelle armée reconstituée du Mali? Deuxième question, ça s'adresse à M. Atayou. Vous avez beaucoup évoqué des relations difficiles ou le mauvais rôle joué par l'État le plus souvent. Je ne vous contredis pas, mais ma question, quel est ou quels sont les rôles et notre place même, la place de ces populations qui sont dans des zones difficiles aujourd'hui, en fait, dans leur propre développement. Parce que moi, on m'a dit qu'il faut toujours compter sur sa propre force. Troisième question. Monsieur Digo, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de mécanisme de tirer des manuscrits sur lequel on peut s'appuyer là-dessus aujourd'hui pour trouver peut-être un issue ou un espoir? Merci. Merci, Abouakrine. Bonjour. Moi, j'ai une question. Parle plus fort par contre. Donc, moi, je parle surtout de la CEMA. Donc, la CEMA, les actes qui posent, c'est au nom de l'Azawad. Et l'Azawad, on sait le territoire qui le regroupe. D'après eux, c'est les trois régions du nord du Mali. Donc, ma question, c'est comment avoir un territoire pareil, une zone dans les pareils sont minoritaires, et pour lequel ils ne sont pas mandatés. C'est tout. Merci. Youssouf. Du coup, moi j'ai une petite question.
est-ce qu'on doit signer un accord finalement avec des entités qui menacent l'intégrité du territoire? Et j'aimerais revenir sur l'intervention française, on va parler M. Dicot. Est-ce qu'elle n'est pas aussi, enfin, est-ce que l'intervention française n'est pas une conséquence de l'ingérence française dans les organisations africaines? Je pense notamment à la déstabilisation de la Libye et de la circulation des armes qui sont issues. Merci. Donc, vous pouvez vous partager les questions. Le non-respect, tout ce qui est accord, je compte le donner à terre. La première question de Juliette, le non-respect de l'accord d'Alger. C'est bon, ne vous inquiétez pas, je retrouve mes notes. J'ai écrit avec 2 couleurs, donc c'est ça. La première question, c'est comment résoudre le problème entre les Maliens eux-mêmes et l'institution, en parlant aussi des accords d'Alger, le choix du lieu, pourquoi Alger, le caractère aussi, pourquoi certaines personnes, certaines catégories ont été choisies et pas d'autres, et la place de la diaspora, en parlant du consulat. Pourquoi certaines associations ont été invitées, je ne pense pas que vous soyez en mesure de répondre à cette question. Voilà. Qui commence? Bon, je commence. Attaïa. Bon, merci. Ce n'est pas la première fois que je parle d'un accord assez public qui suit de très près l'évolution des questions liées à l'application de l'accord au Mali. Bon, je vais rappeler seulement que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui veut dire que les pourparlers ont eu lieu à Alger, a été signé à Bamako, au Mali, le 15 mai et le 20 juin 2015. Donc ça a été signé en territoire malien. Mais l'Algérie étant un pays frère et voisin, qui a toujours aidé le Mali dans les périodes de crise pour les négociations, donc a joué ce rôle de facilitation, c'est ce qui a fait que les pourparlers ont eu lieu à Alger. Voilà, ça c'est la réponse que j'ai pour cette question-là. Bon, l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a 4 volets. Il y a le volet institutionnel, le volet de sécurité, le volet économique, développement, et le volet réconciliation et questions humanitaires. Donc, dans le volet défense et sécurité, il y a un processus qui est mis en place à travers le DDR, le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion. Donc le processus de DDR est enclenché depuis un certain temps. Alors, ce processus, il consiste à procéder à un screening des ex-combattants. Les mouvements donnent les listes des ex-combattants à réinsérer ou intégrer. Et ces combattants-là passent par un screening, c'est-à-dire des étapes qui consistent à les identifier, à savoir d'où ils viennent, et comment ils sont, leur état, qu'est-ce qu'ils possèdent, jusqu'à l'enregistrement final. Donc, ils arrivent avec leurs armes. Les armes sont déposées. Donc, aujourd'hui, comme c'est un processus un peu délicat, qui demande beaucoup de ressources, ça a commencé avec les équipes des MOC
Les MOC, ce sont les ex-combattants qui ont été mobilisés pour la sécurité au niveau local. Donc la première étape a commencé avec eux. Et aujourd'hui, on a 1600 ex-combattants qui sont admis au programme de réinsertion de DDR. Alors, après avoir passé le screening, ils subissent une formation militaire. Bon, ils sont déjà militaires, hein, mais c'est pour les mettre tous dans les mêmes dispositions face à leur mission. Et nous avons eu 3 vagues de formations qui ont eu lieu, et ces derniers maintenant sont maintenant des éléments mis à la disposition de l'état-major de l'armée malienne. Et ça, c'est le premier embryon de l'armée reconstituée. Et cette armée reconstituée, ces jours-ci, elle est en phase d'être redéployée dans certaines zones. Donc ça, c'est le processus du DDR. C'est à travers ce processus-là maintenant que les combattants sont désarmés. Donc ça résout le problème de cantonnement aussi en même temps. Donc c'est cet élément. Voilà, c'était les questions qui te sont adressées, je pense. Question de Bakara sur le non-respect, le cantonnement DDR et aussi pourquoi Alger. Et puis l'armée reconstituée de Samaké. Je pense que ça fait une vague, c'est bon. On passe aux autres questions, Alpha et Abdoulaye. Il y a d'abord les questions malienno-maliennes, au sens où comment faire un peu la paix entre les Maliens. En gros, ça a été une question qu'on s'est posée. Alpha, je te la donne. Ok, moi je crois que... En parlant des manuscrits, comment avoir un exemple concret par rapport à ça. Moi je crois qu'aujourd'hui, tout est relatif. On parle dans le relatif. Parce que ce qui fait que Cheikh Sidal Mokhtar Al-Kuntal Kabir est arrivé à arbitrer des conflits entre tribus différentes, aujourd'hui, la force qui a pu faire ça, qui veut dire qu'il croyait en Dieu et ensuite il croyait en sa valeur et en son équité, en son impartialité. Aujourd'hui, rares sont les chefs qui existent et qui ont ces qualités. Ensuite, au moment où il arbitrait, il n'y avait pas un pouvoir au-dessus de lui. C'est vrai que l'État existait. Il y avait l'État en son temps. Mais même quand l'État était là, s'il punissait quelqu'un, il n'y avait aucun recours. Donc ces valeurs-là qui ont fait qu'aujourd'hui les Maliens croyaient à leur leader communautaire ou à leur chef religieux qui tranchait, ces valeurs-là aujourd'hui ont fluctué, ont changé. Mais la chose qui n'a pas changé aujourd'hui, c'est le sentiment de justice. Ça ne change jamais. Le chef, hier, le marabout du village, il disait à quelqu'un, tu ne touches pas au champ de l'autre, tu as tort, tu arrêtes, il va arrêter. S'il n'arrête pas, c'est vrai qu'il n'a pas une armée à sa disposition, mais lui, sa vie sera affectée. Clairement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais ce qui est possible aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit, indépendamment, parce qu'aujourd'hui, ce qui risque d'arriver, c'est que le pouvoir, il est là-bas, avec la France et ses partenaires, il parle d'État et d'unité, alors que sur le terrain, les populations ne se sentent plus dans un État. Je parle de ma communauté Gabon, où chaque jour que Dieu fait, on enlève nos vaches. Donc les gens n'arrivent plus à avoir du lait, les gens n'arrivent plus à vivre de leur travail d'habitude. Et qui est responsable, c'est le djihadiste qui est là-bas. Il vient vous parler sur les réseaux sociaux, on vous arrête, on tue quelqu'un parmi eux, il n'y a rien. On informe la gendarmerie, personne n'intervient.
Donc, ce qui est important, c'est que les populations qui sont exposées se disent que nous avons intérêt à nous donner la main, indépendamment de l'État, pour convenir des bases de notre vie. Notre chef traditionnel qui est là, que l'État a supplanté, il faut qu'on lui accorde le respect. Et que le chef, il gère en fonction de la réalité, objectivement. Connaissez les leaders communautaires. C'est vrai, il y a Kidal au Mali. Aujourd'hui, Kidal, je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont là autour de la table. Kidal est devenu le grand problème, en tout cas pour le reste du Mali, en dehors du nord. Les gens qui sont au sud, ils entendent parler de Kidal comme du western, je sais pas moi, le Far West. Mais Kidal est là naturellement comme Ségou, comme Bamako, comme autre. Vous prenez le chef traditionnel de Kidal. Il va trouver à Nyarela, il y a une chefferie traditionnelle dont le grand-père connaît le grand-père du chef traditionnel de Kidal. Il lui demande un service, il le rend. Quand l'armée a occupé, quand Kidal avait été occupé, on avait pris les militaires, tous ceux qu'on avait surpris, on les a massacrés. Mais ceux qui étaient allés se casser sur le chef traditionnel, personne n'y a touché, et ils ont été rendus à l'État malien. Ça, c'est quand même une puissance du pouvoir traditionnel. Et celui qui les a arrêtés, les djihadistes, ou je ne sais pas, c'était qui, le démon là, tout le monde le diabolise aujourd'hui, là, le barbu là, comment il s'appelle? Non, Yad Agagali. C'était Yad, les troupes de Yad qui avaient pris les militaires. Ils ont massacré tous ceux qu'ils ont trouvés, mais tous ceux qui étaient allés chez, comment il s'appelle, la monocale de Kidal, oui. Il leur a dit ne les touchez pas et personne ne les a touchés. On a vu le Moronaba, quand il y a eu au Burkina, quand il y a eu l'affrontement, qui a pu trouver la solution? Mais Gendere a été se cacher, il a été chez le chef traditionnel, Moré, et c'est lui qui a pu faire en sorte qu'ils s'entendent. Donc pourquoi nous, en conclusion, croyons à nos forces traditionnelles, à nos chefs coutumiers? Merci Alpha. À Tayoub, l'ingérence de la France, je pense que c'est une question qui doit beaucoup t'intéresser. La question aussi de la CEMA, comment avoir un territoire Touareg sans mandat, en gros, pour une communauté qui est minoritaire. Je ramasse vite les questions, on ne peut pas répondre à tout. Je commence effectivement par cette question sur la CEMA. Bon, d'abord, je ne sais pas si je suis bien placé pour en parler, en tout cas. J'en parle en tant que juste quelqu'un qui s'intéresse à la question, qui suit ça depuis effectivement quelques années. D'après ce que j'ai compris, ce que je sais, parce que je trouve que moi je connais quelques responsables de la CEMA, d'abord n'est pas une organisation Touareg. Et les Touaregs qui sont dans le nord du Mali ou dans l'Azawad n'ont jamais revendiqué un territoire pour les Touaregs comme communauté. D'ailleurs, bon, je trouve même quand vous entendez les discours de responsables du MNLA, par exemple, ils mettent quand même toujours l'accent sur le fait que c'est une organisation nationale dans laquelle il y a plusieurs communautés. Il y a les 4 communautés qu'ils ont identifiées comme étant la population de l'Azawad et qui font partie du MNLA. À partir de ce moment, les Touaregs sont là-dedans, effectivement, mais il n'y a pas que les Touaregs, en tout cas dans leur discours et dans leur projet politique, dans leur projet national. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites que les Touaregs sont minoritaires dans le nord. Bon, ça peut se discuter, parce que j'ai fait le parallèle avec la situation au Niger. Minoritaire par rapport à où, dans quelle région, dans quel endroit? Ah non, on va le laisser. J'ai fini. Donc, je pense qu'il a déjà la définition du Touareg, parce que j'entends souvent des Maliens parler du nord du Mali, et même parfois des journalistes maliens, même parfois des politiques maliens, qui citent les communautés du Mali et qui me mettent les Touaregs, les Tamashek, les Bella, alors que pour moi, les 3 termes, c'est les Touaregs. Donc c'est pour vous dire que même la manière dont on identifie ce que c'est que Touareg dans le nord du Mali, même les politiciens maliens et les journalistes maliens ne sont pas d'accord sur la manière dont ils définissent ça. Donc pour moi, les Bella, c'est les Touaregs. Donc, alors que pour beaucoup de journalistes, bon, à l'origine, je connais les problèmes. Je sais qu'il y a une tendance, encore une fois, je reviens à l'État de vouloir séparer les Touaregs entre les Touaregs qui sont teint clair et les autres.
Mais bon, ça fait partie des stratégies qui ont toujours été utilisées par des États partout pour diviser une communauté, hein, qui pose problème. Donc ça, c'est assez classique. Je ne rentre pas dans ce truc, d'autant plus qu'au Niger, on a exactement les mêmes problèmes. Aujourd'hui, il est communément admis que la communauté Touareg est la deuxième communauté en nombre au Niger. C'est une des communautés les plus importantes qu'on trouve partout dans les pays. C'est-à-dire que la configuration est très différente du Mali, dans le sens où aujourd'hui, on ne peut pas créer un Azawad, par exemple, au Niger. Ça n'a pas de sens. J'ai coutume de dire que finalement, c'est tous les Niger qui ont la même configuration que l'Azawad aujourd'hui. Parce qu'il y a des populations qui ont toujours vécu ensemble, qui ont toujours partagé beaucoup de choses entre elles, qui ont une certaine, des affinités, ces populations, qu'elles n'ont pas avec d'autres populations du même pays. C'est le cas au Mali. Au Niger, toutes les communautés ont toujours vécu ensemble. Et les Touaregs, on les trouve partout. C'est la seule communauté, justement, qu'on trouve dans toutes les régions du Niger. Donc, on ne peut pas dire, tracer une frontière et dire à partir de là, on est en territoire Touareg ou pas. Et la troisième chose, c'est que on sait, quand on n'est pas hypocrite, quand on est très clair avec ce qu'on dit et qu'on est justement dans cette idée de cultiver le vivre ensemble, de cultiver la paix, il faut reconnaître que dans nos régions, nous appartenons à des pays qui sont très jeunes. Et c'est des pays qu'on n'a pas créés nous-mêmes. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes dans un pays qui s'appelle le Niger, par exemple. Ce n'est pas les Touaregs qui se sont mis avec les Hausa, avec les Arma, avec les Peuls, pour dire, voilà, on construit un pays, on cède les territoires sur lesquels on est aujourd'hui, on fait un ensemble, on fusionne ça, et on crée le Niger. Non, on nous a mis ensemble dans un pays qui a été créé par d'autres. Ça, c'est la réalité. Et l'intelligence que les élites n'ont pas eue, c'est de dire, à partir du moment où ces pays existent, la communauté internationale les reconnaît, il y a un État qui est naissant, qui est là, et finalement, quel projet on met là-dedans? Et c'est ce travail qui n'a pas été fait par les communautés, par les élites, par les populations. Et quand on regarde les conflits qu'on a aujourd'hui, c'est très souvent parce qu'on a zappé justement cette étape-là. Et que finalement, quelqu'un qui est à Kaï et l'autre qui est à Kidal, finalement, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont en commun. Ils ont quoi en commun? À part le fait qu'on leur dise qu'ils sont maliens, encore que celui qui est à Kidal ou ailleurs, en tout cas dans le nord du Niger, il y a beaucoup de gens qui ont découvert très récemment qu'ils sont nigériens. Parce que ça n'a pas de sens, ce n'est pas quelque chose qui est concret, qui est réel pour eux. À partir du moment où on a zappé cette étape-là, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui que les questions de citoyenneté se posent et qu'il y a des citoyens qui pensent qu'ils sont plus citoyens que d'autres, en tout cas ressentis par les autres comme tels. Et quand on regarde le fond du problème au Mali, au Niger, il y a quand même cette réalité. Et je ne suis pas de ceux qui nient les rôles de l'État et qui nie justement le fait que l'État a construit cette image, cette identité dans les esprits. Et ce qui fait qu'il y a certains citoyens qui ne sont pas légitimes à occuper certains postes. Je vais donner un exemple très précis, parce que tout à l'heure, Mohamed me parlait d'exemples concrets. Et il y a 2 ans, par un mouvement normal, une évolution normale dans l'armée nigérienne, il se trouve que le chef d'état-major de l'armée nigérienne est devenu Touareg. C'est la première fois qu'il y a un chef d'état-major de l'armée du Niger qui est Touareg. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux la manière dont les gens ont réagi par rapport à ça. Ils ont réagi en fait comme une anomalie, comme si c'était quelque chose qui n'était pas aussi naturel que ça. Qu'un chef d'état-major du Niger, dans le contexte actuel, soit un Touareg. Et ça montre un peu finalement la manière dont les gens se représentent, ce que c'est que leur État, leur pays et leur armée, pour faire le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. Et on a exactement la même chose. J'ai vu la même chose. C'est très important les détails dans ce genre de choses. Mais quand quelqu'un que j'ai connu ici à Lyon, qui s'appelle Moussa Guinfaï, est devenu directeur de la police nationale du Mali. J'ai vu exactement la même réaction. Exactement la même réaction. On prend un rebelle, on le met directeur national de la police, c'est ce que ça ne va pas poser problème. C'est pour vous dire qu'il y a du chemin à faire par rapport à cette manière dont les gens se représentent eux-mêmes, dont les gens conçoivent finalement la citoyenneté nigérienne ou malienne. C'est la même chose. Et ça, à mon avis, cette carence vient de la démission des élites par rapport au débat, par rapport à la manière dont les gens se conçoivent, par rapport à la manière dont les gens veulent construire un projet, un pacte national partagé. Et tant qu'on n'a pas fait ça, à mon avis, tous les restes ne peuvent pas tenir. Donc je reviens sur un dernier point, après, très vite, sur la situation en Libye, parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'ingérence. De l'ingérence de la France, donc la manière dont la situation en Libye a... et beaucoup de gens disent même à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui au Mali.
Alors moi, je pense que la Libye, effectivement, l'assassinat des Kadhafi, tout ce qui nous suivi, et les gens qui ont ramené des armes là-bas, au Mali, au Tchad, dans d'autres régions, dans toute la sous-région, le fait que les armes ont été... Ça, on ne peut pas prendre cet aspect comme étant la cause de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Parce que le problème du Mali existe depuis les années 60. Il a été minimisé, pas traité. On a toujours pensé que c'était justement une minorité des Touaregs qui empêche finalement le pays de tourner en rond. Ça veut dire que sur le plan politique, on n'a jamais voulu s'asseoir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Okay. Et ça, c'est ça la réalité. En sachant que les Touaregs, minoritaires ou pas, sont dans des zones qui leur sont quand même reconnues, qu'ils administraient ou dans lesquelles ils vivaient à l'arrivée de la colonisation et à l'indépendance, c'est-à-dire à la naissance du Mali actuel. À partir du moment où ça leur donne une certaine légitimité quand même à participer un peu à la décision, à la manière dont le pays est géré. Ils se sont sentis exclus d'abord par les Français, parce qu'il faut quand même dire, ça c'est quelque chose que j'ai dit aussi souvent, que la communauté Touareg, qui vit dans un espace que, bon, ceux qui s'intéressent peuvent identifier facilement, à l'arrivée de la France, donc il y a un siècle dans cet espace-là, la France l'a pacifié, elle a créé les pays qu'elle a créés, Niger et Mali, en prenant une bonne partie de l'espace qui était à l'époque habité, administré par les communautés Touareg. Elle l'a intégré dans ces pays. Au départ de la France, finalement, les Touaregs se sont retrouvés marginalisés dans la gestion des nouveaux États. C'est ça la réalité. Personne ne peut... Voilà, c'est ça la réalité. Et cette injustice commise par la France à l'endroit de la communauté Touareg fait partie effectivement des choses qui ont par la suite expliqué la manière dont les nouveaux États du Niger et du Mali et même ont géré ces régions-là. Donc il y a là des choses finalement ici dans l'histoire qu'il faut révisiter pour comprendre pourquoi on n'a pas été capable par la suite de désamorcer un peu toutes ces tensions. Après, la crise libyenne, c'était juste une opportunité qui a été trouvée pour effectivement nourrir un conflit qui existait déjà. Donc en gros, nos réalités sont liées à la colonisation. Les problèmes post-coloniaux. À partir du moment où on est dans des pays qu'on n'a pas créés nous-mêmes, je veux dire... Deuxième vague de questions, on ne prendra que 3 questions, pas plus. 3 questions. Et c'est tout parce qu'il faut céder la place. Donc, Mohamed. Bala, laissez-moi le temps de noter. Comment? Bali. 3 questions, j'avais dit. 3 questions. Vous aurez le temps de poser des questions. Terminé, je suis désolé. Parce on a le temps, on est content de vous avoir, c'est le vivre ensemble aussi, c'est ça, c'est faire des compromis. Donc faisons des compromis ensemble. Mohamed, question précise et courte, réponse cette fois-ci courte et précise. Bon, moi bonjour à tout le monde, je m'appelle Mohamed. Il y a certains qui me connaissent, il y a certains qui ne me connaissent pas. Donc, c'est normal. Voilà. C'est normal, mais voilà. Et donc, moi, ce que je veux juste donner, juste un petit truc, une petite vision sur ce que je vois et ce que je vis. Et j'ai vu aussi au Mali. J'espère qu'il n'y a pas de caméras en face de moi. Mais je n'ai pas peur de caméra. En fait, ce que je voulais juste venir, je tiens à remercier vraiment tout le monde et les gens qui ont eu vraiment l'initiative de cette journée, vraiment qui est très très important parce que le vivre ensemble, vraiment c'est quelque chose qui est très très important pour le Mali. Vraiment, pour le Mali. Et en fait, je vais juste revenir sur quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des dialogues national inclusif du Mali. Moi, je fais partie du Maliens qui contribue au développement du Mali et qui contribue aussi dans tout ce qui est la paix. Nous, en tant que président d'une association du Mali, qui est aussi des gens qui sont très importants, qui ont des rôles très importants dans le Mali et dans le Sahel, qui sont les communicateurs traditionnels, les forgerons. Parce que quand on dit chef coutumier, il faut qu'il y ait des forgerons. Quand il n'y a pas de forgerons, il n'y a pas de chef coutumier. Et ça, c'est les gens qu'on est en train d'effacer comme les chefs coutumiers. Vous voyez, parce que ça, c'est les gens qui ont une parole, qui ont des rôles très importants, qui n'est pas une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Il y a n'importe quel chef que nous, on ne peut pas faire face. Voilà, les forgerons. Donc on a une association qui est regroupée dans toutes les régions du Mali et aussi dans les autres villes où il y a des forgerons Touareg.
Parce que quand on dit Touareg, nous on est les piliers de la culture Touareg. C'est nous qui les préservons. Vous voyez? Donc on est les chefs coutumiers, on suit avec le chef coutumier, on a le même rôle qu'eux. Parce que le chef coutumier, là où tu vois, tu ne peux pas aller, moi je peux t'amener. Vous voyez? Donc en fait, nous on a notre association qui s'appelle Toumas Inhadan. Inhadan, ça veut dire le forgeron. Vous voyez, on est au Mali. Cette dialogue, normalement, on fait partie de cette dialogue. Mais on ne fait pas partie de cette dialogue. Et on est des gens qui peuvent passer le message. Vous voyez? On est des messagers. Dans les traditions et aujourd'hui, et notre aussi, le but même de notre association, la naissance de cette association qui s'appelle Toumas Inhadan, général, ça veut dire que c'est vraiment une douleur qu'on avait par rapport à ces conflits qui sont dans les Sahel, pour pouvoir accompagner nos pays, pour résoudre ces problèmes-là. Merci, voilà. Merci Mohamed, il faut l'applaudir. J'ajoute juste ce qu'il dit, il a ces objets d'art qui sont là pour ceux qui souhaiteraient les acquérir ou voir ce que c'est, vous aurez le temps aussi de les voir. Donc merci d'être venu. Il est aussi sur le marché de Noël à Place Carnot à Perras. Voilà. Donc deuxième prise de parole, c'est Bala Camara. Oui. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Bala Camara pour Mohamed Mohamed, comme ça. Comme ça, tu ne te caches pas. Donc, alors, je remercie les conférenciers pour leur conférence, pour les prestations que j'ai trouvées très intéressantes. Quand même, je rêvais par rapport à certains points qui ont été avancés. Avant d'arriver à ma question, je vais poser une seule question. C'est que je comprends aussi qu'il y a un peu la colère au niveau de certains conférenciers. C'est bien normal parce que c'est une question, la question ça concerne les pays, donc c'est bien normal. Donc dire que par exemple, que l'armée malienne n'est pas une armée nationale, je pense que c'est trop dit. C'est vrai. S'il vous plaît, laissez-le parler. Que le recrutement, ça se passe mal. Je suis d'accord que plusieurs militaires n'ont pas l'esprit militaire, ne sont pas volontaires, ne sont pas engagés, je suis d'accord. Mais il n'y a pas une discrimination par rapport à l'institution elle-même. Là, je tiens à préciser ça. Ta question. Après, oui, j'arrive. S'il te plaît. Ok. Non, mais il y a un autre point. La rébellion qui a éclaté en 2012 a été à un moment donné justifiée par le fait que, soi-disant, le Nord n'est pas développé. Je crois qu'un des conférenciers a aussi répété la même chose, en disant qu'il n'y avait pas de route pour aller à Kidal, par exemple. Mais si on doit vraiment tenir à ces propos, c'est tout le Mali qui doit se mettre en compte. C'est tout le Mali. Il n'y a pas de route au Mali. Donc, cet argument de pauvreté d'une partie du pays n'explique pas ces conflits-là. Et ça m'amène à ma question principale. Le vivre ensemble. Moi, j'aurais aimé que vous nous expliquiez un peu. Parce que quand on dit vivre ensemble, il ne s'agit pas là entre l'État et les citoyens, enfin, entre les communautés, c'est les communautés elles-mêmes. Et les communautés elles-mêmes, c'est celle du Nord, précisément. Pourquoi ça ne marche pas entre elles? Ok, la question, pourquoi ça ne marche pas entre elles? Merci, Bala. Merci. Oui, les questions, c'est à toi, je pense. Donc, tu vas répondre. Pourquoi ça ne marche pas entre les communautés? Mais merci. Bari. Bonjour à tous, moi je m'appelle Amadi Bari. La première question que je vais poser par mon prédécesseur, et la question c'était justement à vous, M. Diko, pourquoi l'armée malienne n'est pas nationale? Parce que moi, dans ce sens-là, je ne comprends pas. Il se peut que peut-être il y a une corruption au niveau de recrutement, ça c'est dans tout le secteur du Mali, il y a de la corruption. Mais à dire que l'armée n'est pas nationale, moi, je trouve que c'est exagéré. La deuxième question, c'est plutôt M. secrétaire général chargé au ministère. Pourquoi l'État ne lance pas un appel à la jeunesse malienne pour intégrer l'armée? On est dans un état de guerre. Le pays a besoin de... On parle de sécuriser un pays. Mais
l'effectif de l'armée malienne dépasse même pas 30 millions de personnes. 30 000. Et dans un pays si vaste, et l'État ne lance pas un appel aux jeunes volontaires d'intégrer l'armée, au moins pour venir aider nos soldats. Pourquoi l'État ne lance pas un appel? Le reste, c'est bon. Merci beaucoup. Les questions sont claires. Quand elles sont claires, il n'y a pas de problème. L'explication, vous laissez tomber. Je peux te faire une fleur, une question, vas-y. J'avais une question, je ne vais même plus la poser. Donc c'est bon. Non. je vais quand même faire la remarque par rapport à ce que Alpha Dougou disait, que le Mali n'a pas d'armée. Je pense que même dans un débat, il faut savoir un peu maîtriser sa colère, ses passions et être un peu objectif. Lorsqu'on dit que le Mali n'a pas d'armée, il faut également penser à tous ces jeunes qui ont sacrifié leur vie, malgré le manque de formation, malgré le manque de moyens, pour aller défendre la patrie. Pour moi, une armée, c'est d'abord des personnes qui s'engagent pour défendre leur pays. Donc, quand vous dites que le Mali n'a pas d'armée, ayez un mot pour ces personnes qui sont mortes. Merci, jeune frère. Bien. Donc, Alpha, l'ensemble des questions, c'est vraiment toi. Il n'y a qu'une question pour... donc, c'est l'armée. Donc, Bon, je commence comme c'est... Je n'ai qu'une seule question. S'il vous plaît. Alors, ils vont se gérer entre eux, ne vous inquiétez pas. Bon, moi, je pense que quand il y a un débat de ce genre, il faut savoir être tolérant. Parce que les expressions souvent sont nuancées. Qu'est-ce qu'on veut dire par armée nationale? Il faut se poser la question d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Comme ça, vous comprendrez le fond de ce que la personne veut traduire. Parce que moi, si on me pose la question, est-ce que l'armée est nationale? Je dirais oui. Parce que pour moi, je comprends par national composé de l'ensemble des diversités du pays. Alors, ce qui peut varier, c'est les détails, les nombres, les zonages, ainsi de suite. Mais si on se limite seulement au concept armée nationale, je dirais que l'armée est nationale. Parce qu'elle est composée de toutes les ethnies du pays. Donc, je crois que c'est comme ça que j'ai traduit un peu les propos d'Alpha. Maintenant, la jeunesse. Je crois que la jeunesse, il y a même des recrutements qui sont en cours actuellement. Et la jeunesse est fortement impliquée là-dedans. Ça, je sais qu'il y a des recrutements en cours actuellement. Et quand il y a recrutement, de facto, ça s'adresse à la jeunesse. On ne va pas recruter des vieux. C'est sûr. Ouais. Donc, s'il vous plaît, laissez-le filer. Je réponds de façon pragmatique. S'il vous plaît. Je ne pense pas que c'est un discours qu'il faut lancer. Il faut lancer un appel en termes de discours. Mais dans la pratique, il y a des recrutements en cours actuellement et c'est la jeunesse qui est impliquée par rapport à ces recrutements. Voilà. Merci Attaher. Les débats pourraient continuer de manière informelle. Alpha, de façon rapide. Merci. Moi je crois que par rapport à l'armée, toutes les questions peuvent être regroupées dans celle de Barry qui a dit pourquoi j'ai dit que l'armée malienne n'est pas nationale, au lieu de donner de la morale ou autre chose. Parce que moi je crois que je l'ai dit en tant que Malien, personne n'est plus malien que moi. Il faut qu'on le sache. il faut qu'on le sache. S'il vous plaît. Plus malien que moi. Non. Maintenant, non, mais je ne fais pas de débat, mais la question devrait être de me demander effectivement pourquoi j'ai dit que l'armée malienne n'est pas nationale.
Et moi, j'ajoute à cette question-là, pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas une armée au Mali, qui a été posée en haut. Une armée, c'est quoi? Une armée, c'est la force publique qui est là pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et sur tous les territoires, là où il y a un citoyen, l'armée nationale doit être là. Et l'armée nationale doit être à la frontière aussi pour garder les entrées et les sorties et veiller à la sécurité des gens. Et des biens, Alpha. Compléter. Et des biens. Et des biens aussi. Vous allez à Tinzawaten, est-ce que vous trouverez l'armée nationale? Il y a Tinza